Bonjour, X-Wing 2.0 aujourd'hui, oui, puisque nous avons remis ça avec le camarade Acteris. Je n'ai jamais autant joué à X-Wing que depuis la sortie de la deuxième édition. C'est qu'il faut tester plein de trucs. À l'évidence, ce rythme très soutenu n'aura qu'un temps, mais pour le moment, on s'amuse bien. Ah donc, nous avons passé une autre après-midi à tester des trucs et des machins. Nous avons ainsi joué 4 parties. Dans les 3 premières, j'ai joué Impérial, forcément, et Rebelle dans la dernière. Oh, le camarade Acteris a joué 2 listes impériales, puis 2 racailles. Et oui, on a chacun essayé des trucs qui ont plus ou moins bien marché, hein. Decadence of Aggressors. Cette première liste impériale est pour partie issue d'une discussion avec le camarade Albu, après qu'il m'a humilié une fois de plus. Voyez ma dernière vidéo de X-Wing à ce sujet. On faisait le tour des vaisseaux impériaux et j'avais noté qu'il n'y en avait que 2 que je n'avais pas encore testés en V2. Et pour cause, ce sont probablement, avec le TIE Reaper, je le maintiens, ceux qui ont le plus souffert en passant au nouveau système alors qu'ils se défendaient plus qu'honorablement en V1, le TIE AG Agressor et le Starwing de classe Alpha. Nous nous sommes surtout intéressés au premier, qui est une sorte d'anomalie dans la flotte impériale, un châssis spécialement créé, semble-t-il, pour avoir des tourelles, ce qui en fait un cas unique dans le camp de la justice, de la vérité et du bon droit. En V1, il suffisait de l'équiper d'une tourelle laser jumelée, même un petit spécialiste Sienard, et hop, ça donnait un truc pas cher du tout et potentiellement très pénible pour l'adversaire. On pouvait même gonfler un peu sa défense avec un châssis léger, que demandait le peuple. Mais en V2, déjà les règles des tourelles ont considérablement changé, avec l'action de rotation tout particulièrement. Il n'y a plus de tourelles laser jumelées, et c'est sans doute tant mieux parce que c'était une amélioration vraiment balèze et donc vraiment pénible, et il n'y a plus non plus de châssis léger. Les tourelles qui demeurent sont beaucoup moins dangereuses et agressives, un comble. Aussi, la plus-value de cette approche tactique est-elle relativement limitée, surtout eu égard aux caractéristiques assez médiocres en général du taille agressor. Et les pilotes uniques de ce support en V2 ont des capacités spéciales plus ou moins excitantes, plutôt moins que plus. Cependant, il fallait tester le truc, hein, on sait jamais. Et l'idée était donc d'aligner 2 agresseurs équipés chacun d'une tourelle à canon ionique, en jouant sur les capacités des pilotes et ou des artilleurs, pour s'assurer autant que possible la faculté pour chaque vaisseau de tirer 2 fois par tour, ce qui au fond ramène bien au fonctionnement de feu la tourelle laser jumelée. J'ai donc essayé de bâtir une liste sur ce principe avec les pilotes uniques que je voulais essayer. Le camarade Albu a depuis proposé une autre approche avec 2 éclaireurs de l'escadron Onyx, également équipés de tourelles à canon ionique, contrôlés par des artilleurs de tourelles vétérans, mais avec aussi un jeu sur le talent Gambit des astéroïdes. Je suppose qu'il faudra essayer ça aussi au cas où. Mais autant le dire tout de suite, ma liste n'a pas fonctionné et m'incite à me montrer plus sceptique encore quant à la pertinence d'aligner ces chasseurs anormaux. Puisque la liste avait pour objet de tester les tailles AG agressors, autant commencer par eux, hein. J'en ai donc aligné deux pilotes uniques. Le premier est le lieutenant Castal, 36 points d'escadron. Quand il effectue une attaque, après que le défenseur a lancé les dés de défense, je peux dépenser un marqueur de concentration pour annuler tous les résultats vierges ou concentration. Ouais. Je l'ai donc équipé d'une tourelle à canon ionique, 6 points d'escadron. Elle donne bien sûr l'action de rotation et offre une attaque à 3 dés rouges et à portée 1-2. Un truc qui m'a beaucoup fait chier dans cette partie, cette portée. Si l'attaque touche, je peux dépenser un résultat dégâts ou critique pour infliger un dégât au défenseur. Tous les dégâts et critiques en plus sont convertis en autant de marqueurs ioniques. Et ce qui va avec, c'est un artilleur de tourelle vétéran, 8 points d'escadron. Après avoir effectué une attaque principale, et rappelons que le taille AG agresseur de base n'a que 2 dés rouges, je peux faire une attaque bonus en utilisant une tourelle pas encore employée durant ce tour. L'idée est donc bien de faire, dans l'idéal, 2 attaques par tour. Une attaque normale, puis une de tourelle. Avec ce timing précisément, j'y reviendrai. Ceci bien sûr si la tourelle est orientée dans l'arc de tir avant ou si les vaisseaux ennemis sont dispersés. Sinon, eh bien, c'est une tourelle, donc orientée comme il faut, elle permet d'atteindre des cibles ne faisant pas face aux vaisseaux, et c'est bien l'objet de ces améliorations particulièrement hostiles pour les pilotes faisant dans l'arc dodging, comme on dit en bon français. C'est l'idée, hein. Mon deuxième taille AG agressor est également équipé d'une tourelle canon ionique, 6 points d'escadron, mais fonctionne différemment, à l'envers d'une certaine manière. Il s'agit en effet de Double Edge, 33 points, qui a une initiative plus basse, 2 au lieu de 4, et une capacité spéciale en vertu de laquelle, s'il rate une attaque de tourelle ou de missile, il peut effectuer une attaque bonus en utilisant une arme différente, pas nécessairement donc une attaque d'arme principale.
Dans ces conditions, un artilleur de tourelle vétéran serait moins utile à Double Edge qu'au lieutenant Kestal. Enfin, ça se discute, je suppose. Cette capacité spéciale, en prenant certes en compte son côté route secours, car cela suppose une première attaque ratée, offre quand même une certaine souplesse de jeu, mais en imposant un timing différent. Cette fois, il faut d'abord faire une attaque de tourelle ou de missile, et ensuite, si elle rate, eh bien cela dépend des circonstances, mais pas nécessairement une attaque d'arme principale, du coup. Parce qu'un artilleur était sans doute quand même bienvenu, je me suis décidé pour un artilleur hors pair, 7 points. Quand j'effectue une attaque de tourelle, après l'étape modifier les dés de défense, le défenseur doit retirer un marqueur de concentration ou de calcul. Bon, ça se tente. Le point essentiel avec Double Edge concerne probablement la possibilité d'insérer des attaques de missiles dans son économie offensive, si j'ose m'exprimer ainsi. Je me suis donc décidé pour des missiles à concussion, 6 points. C'est une attaque à 3 dés rouges sans bonus de portée dans l'arc de tir avant et à portée 2 à 3. Elle nécessite une acquisition de cible, et quand l'attaque touche, chaque vaisseau à portée 0-1 du défenseur expose une de ses cartes de dégâts, et il y a 3 charges. Oui, ça se tente. Maintenant, il me fallait compléter cette liste, sachant que les deux agresseurs ensemble faisaient tout de même 102 points d'escadron. Je me suis décidé pour une paire de bombardiers taille SA, en fait le duo Jonus-Reimer que j'avais déjà testé avec un certain succès. Dans cette liste, cependant, ces bombardiers n'emportent pas de bombes, et leur capacité générique n'a donc pas à être rappelée ici. Le premier de ces vaisseaux est piloté par le capitaine Jonus, 36 points d'escadron, que j'aime beaucoup, et dont la capacité spéciale permet à un vaisseau allié à portée 0-1 effectuant une attaque de torpille ou de missile de relancer jusqu'à 2 dés d'attaque. Il s'agit donc de voler en formation pour que les autres vaisseaux bénéficient de ce bonus non négligeable, qui s'applique bien sûr également à Jonus lui-même. Le Major Reimer, 34 points, de son côté, peut augmenter ou réduire de 1 dans une limite de 0 à 3 le prérequis de portée pour ses torpilles et ses missiles. En dehors de ces facultés uniques, ces deux bombardiers sont équipés des mêmes améliorations. Tout d'abord, des roquettes de barrage, 6 points d'escadron, et cette amélioration requiert 2 emplacements de missiles, qui offrent une attaque à 3 dés rouges sans bonus de portée dans l'arc de tir principal, à portée 2 à 3, et donc 1 à 3 pour Reimer. À noter, cette attaque ne requiert pas d'acquisition de cible, mais nécessite en revanche d'avoir un marqueur de concentration. Et si le défenseur est dans le bullseye, je peux dépenser une ou plusieurs charges pour relancer autant de dés d'attaque, sachant que cette amélioration dispose à la base de 5 charges. Ensuite, les deux vaisseaux sont armés de torpilles à protons avancés, 6 points. Il s'agit d'une attaque dans l'arc de tir avant à 5 dés rouges, sans bonus de portée, mais à portée 1 seulement, du coup un 2 pour Heimer, et ça devient de suite plus intéressant. Il faut une acquisition de cible, mais on peut changer un résultat dégâts en résultat critique, par contre il n'y a qu'une charge. Et c'est donc surtout en pensant à ces torpilles que j'ai choisi de munir les deux bombardiers de la même modification, à savoir munitions à sûreté intégrée, 2 points. Pour faire simple, si une de mes attaques de torpilles ou de missiles rate d'emblée, après avoir jeté les dés rouges avant que le défenseur ne jette les dés verts, je peux annuler tous les résultats des dés pour récupérer une charge consommée dans cette attaque. Bon, ça n'a pas très bien fonctionné. Enfin, les bombardiers, si, plutôt, mais les agresseurs qu'il s'agissait de tester, eh bien non. En face, Sacteris s'alignait une compo impériale. Oui, c'était Empire contre Empire, un exercice de l'Académie sans doute. Et avec du clonage à la clé, je suppose, car il y avait bien dans cette liste antagoniste un bombardier taille SA qui n'était autre que le Major Reimer. C'était la brute de service, les deux autres vaisseaux ennemis jouaient davantage de la carte du petit machin agile, pour ne pas dire de la savonnette. Hey, normalement c'est moi qui joue ça, à savoir un TIE Advance X1 piloté par Naturlich, le citoyen Dark Vador himself, et un TIE SK Striker piloté par Naturlich, le citoyen Countdown. J'ai souffert. Enfin, mes deux bombardiers s'en sont plutôt bien sortis. D'ailleurs, ils ont très vite pulvérisé le Reimer d'en face, qu'Acteris avait un peu imprudemment approché, de sorte qu'il s'est pris 2 torpilles à protons avancés dans la face. Vous connaissez l'histoire de Paf le bombardier ? Mais le reste, non, mes agresseurs n'ont pas fonctionné. Déjà, une chose qui m'a considérablement agacé, et oui, cela tient à ce que je les pilotais comme un sabot sans doute, c'est que je n'ai quasiment jamais eu l'occasion de faire la double attaque qui était censée constituer leur principal, voire unique atout. Ceci notamment du fait de la portée 1 à 2 de la tourelle à canon ionique. Je ne l'ai que très rarement utilisé, et les dégâts ioniques ont été plus rares encore. À vrai dire, je ne suis même pas certain d'en avoir infligé. Du coup, j'avais déjà l'impression d'avoir cramé beaucoup trop de points d'escadron pour un truc qui ne fonctionnait pas vraiment.
Le deuxième effet qui se pas cool, c'est que les agresseurs en plus sont fragiles, trop pour leur coup en ce qui me concerne. 4 points de coque et un bouclier avec 2 dés verts, vous me direz c'est mieux que Countdown, et oui, sauf que le striker a ses capacités spéciales, et il en a fait usage dans cette partie, qui permettent de retarder sacrément l'échéance, outre que ses facultés de repositionnement sont tout autres. Acteris, après sa boulette concernant Reimer, s'est montré plus prudent, et a tranquillement, à bon droit, concentré ses attaques sur mes agresseurs. Il me les a sortis, oui, tranquillou, en prenant son temps, et paf, j'ai perdu son 2 points d'escadron qui ne m'ont quasiment servi à rien de toute la partie. Sauf erreur, quand nous avons arrêté les hostilités pour cause d'horloge, il me restait mes 2 bombardiers et en relativement bon état. Mais avec ces savonnettes de Dark Vador et de Countdown en face, je ne pouvais pas espérer faire grand chose. Acteris l'a emporté donc, et large. Et j'ai regardé mes agresseurs d'un sale œil. Non, le test ne s'est pas montré concluant. 1-0 pour Acteris. Girl Power à l'Académie, 200 points. Ma deuxième liste impériale de la journée doit elle aussi beaucoup à une discussion avec le camarade Albu. Nous évoquions les nuées de chasseurs-taille. Je défendais celle que j'avais jouée précédemment contre Acteris, comprenant 6 vaisseaux avec des pilotes uniques, bénéficiant d'une initiative relativement élevée, 3 vaisseaux à initiative 5 et 3 à initiative 4, ces derniers étant 3 des 4 pilotes de l'escadron Inferno. Mais à l'évidence, on peut envisager pas mal de formats de nuées différents et efficaces. J'avais envie de reprendre d'une certaine manière une configuration que j'avais parfois jouée en V1 de manière plutôt satisfaisante, avec un vaisseau de soutien et 4 ou 5 chasseurs-taille. À l'époque, j'avais fait une nuée amusante avec une navette de commandement de classe Upsilon, éventuellement pilotée par le Major Stridan, qui appuyait des pilotes de l'académie. Je supposais qu'il était possible de faire quelque chose dans cet esprit en V2, mais certes avec un autre vaisseau de soutien du fait de la scission des factions Empire Galactique et Premier Ordre. Cela dit, la navette de classe lambda avait bien profité du passage à la V2, hein. Et surtout, je crevais d'envie de jouer un équipage plus qu'aguichant dans une configuration Swarm, l'amiral Sloan. J'étais intéressé aussi de manière générale par Scénarii, mais probablement pour un autre format. Et sur ces bases, une liste s'est comme dégagée toute seule. Commençons donc par le vaisseau de soutien, qui est bien une navette T4A de classe lambda. Nous nous sommes posé la question du pilote en envisageant un simple pilote du groupe Omicron, mais je tendais à croire que la capacité spéciale du capitaine Kagi, 48 points, pourrait être utile à manuer. En effet, au début de la phase d'engagement, je peux ainsi choisir autant de mes vaisseaux que je veux à portée 0 à 3 et transférer les marqueurs d'acquisition de cibles ennemies sur la navette. Hop, et ça peut s'avérer utile. La clé de cette liste, enfin, en théorie, voyez plus bas, était donc l'équipage Amiral Sloan, 10 points. Et la dite dame a un effet très très rigolo. Quand un autre vaisseau allié à portée 0 à 3 a défendu, s'il est détruit, le vaisseau qui l'a attaqué gagne 2 marqueurs de stress, ce qui est sympathique, mais en outre, tous mes vaisseaux alliés à portée 0 à 3 peuvent relancer un dé d'attaque quand ils s'en prennent à un ennemi stressé. J'aime bien, c'est assez premier ordre peut-être comme approche, du genre vas-y fais-moi mal et plus tu me feras mal, plus tu vas en chier. Oui, j'aime bien. Maintenant, la lambda risquait de se prendre le feu ennemi, d'autant plus peut-être si elle accumulait les acquisitions de cibles hostiles. Il m'a donc paru utile de prendre en guise de deuxième équipage la ministre Tua, 7 points. Au début de la phase d'engagement, si la navette est endommagée, elle peut faire une action de renforcement rouge. Hop, ce qui lui permet de conserver en guise de véritable action la coordination, par exemple. Et là, je fais les choses à l'envers, parce qu'il me restait 3 points d'escadron à dépenser après m'être occupé de mes chasseurs-taille. J'ai donc décidé de prendre au cas où un canon rayon tracteur, 3 points. C'est une attaque à 3 dés rouges dans l'arc de tir avant. Rappel, la lambda a aussi un arc de tir arrière, mais sauf erreur, cette amélioration ne fonctionne pas dans cette direction. À portée 1 à 3, mais elle n'inflige pas de dégâts. Tous les dégâts et critiques sont remplacés par autant de marqueurs de rayon tracteur. Pour des raisons qui seront bientôt évidentes, je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Bon, les chasseurs taille Hélène maintenant. Il me fallait un chef d'escadrille, et la question de qui donc ne se posait même pas. L'indispensable Howlrunner, 40 points, s'est donc invité dans la partie. Tout vaisseau allié à portée 0-1 qui peut relancer un dé d'attaque quand il effectue une attaque d'arme principale. Merci madame. Cette liste est très girl power, décidément. Pas d'amélioration, Howlrunner n'en a pas besoin. Et les grouillots qui l'accompagnent non plus. On fait simple et sobre, 4 autres chasseurs taille LN, qui sont tous des pilotes de l'académie à poil, les moins chers du jeu, 23 points d'escadron chacun. Et c'est parti.
Cette bataille a été assez improbable, largement du fait du choix audacieux d'Actéris de m'opposer une liste impériale peu orthodoxe constituée d'un décimateur VT-49 piloté par le capitaine Eucken en mode bump et d'une autre navette T4A de classe lambda, mais pilotée cette fois par le lieutenant Sai, afin de faire de la coordination renforcement avec le décimateur. Très honnêtement, je crois que c'était la pire configuration possible face à ma nuit, et cette partie n'a donc pas duré, moins d'une demi-heure si je me souviens bien. La coordination renforcement n'a fonctionné qu'un temps, et le décimateur d'Actéris se prenait tous mes vaisseaux dans la gueule, avec Runner pour les booster tous, et dans les ténèbres les rebooster. Runner qui, par ailleurs, même traqué par l'agent Calus, sournoisement embarqué à bord du décimateur, échappait aux acquisitions de cibles ennemies du fait de l'intervention du capitaine Kagi. Bref, mes tailles sont arrivées en formation, les 4 pilotes de l'académie alignés devant, Runner juste derrière au centre, face au décimateur. Lui ont fait très très mal, puis ont tué assez de champs pour faire chacun un voyage Koyogran sans rompre la formation et sans qu'aucun ne bump, ou waouh, je ne pensais vraiment pas pouvoir faire ça un jour, et finir le gros machin par derrière. J'ai fumé ses 4 boucliers et ses 12 points de coque en 2 tours. Renforcement ou pas. De son côté, Actéris n'est pas parvenu à me sortir le moindre de mes chasseurs. Il a amoché un unique pilote de l'académie, mais pas suffisamment. Restait ma liste entière et bien à fond contre une lambda isolée. Actéris a logiquement concédé. La partie la plus expéditive que j'ai jamais jouée est remportée, en tout cas. Et pour le coup, c'était un peu frustrant en fait. J'ai tapé comme un mulet et oui, c'était assez jouissif, mais je n'ai qu'à moitié joué cette liste. Et notamment, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce que donnait l'amiral Slow dans le jeu. Or, c'était bien l'objet premier de ma compo. Il me faudra donc la retenter dans d'autres conditions pour la tester vraiment. Quoi qu'il en soit, ce fut un massacre. Littéralement, un partout. Défense active, 200 points. Pour ma dernière liste impériale de la journée, je voulais essayer un truc qui m'effrayait un peu, à savoir piloter 2 défenseurs taillés. Le problème étant surtout le prix, à mon sens, un brin excessif de ces vaisseaux certes excellents. Du coup, on a vite fait d'atteindre les 200 points. Ce petit vaisseau coûte plus cher que bien des gros et pourtant son impact dans la composition est tout autre. Placer un défenseur et a fortiori un pilote unique limite un peu les possibilités pour compléter. Mais tant qu'à faire, j'ai voulu essayer une liste composée de 2 défenseurs et puis c'est tout. Ce qui ne me mettait pas à l'aise. En tant que joueur impérial, j'ai régulièrement des palpitations quand je n'aligne que 2 vaisseaux. En fait, c'est encore pire en V2. Là où je jouais souvent 3 vaisseaux en V1, j'en joue de plus en plus souvent 4 désormais. Alors, seulement 2 petits vaisseaux, ou en tout cas 2 chasseurs si vous préférez. Pas n'importe lesquels, certes, mais... hmm, bref. Je jouais donc 2 défenseurs taille D, l'un piloté par Axler Brass, 84 points, et l'autre par ma chouchoute, la comtesse Riyad, 86 points. Et tant pis pour le colonel Vesseri. Mine de rien, cela ne laisse déjà que 30 points d'escadron pour les améliorations, lesquels se ressemblent beaucoup d'un vaisseau à l'autre, car ils ont en commun les mêmes senseurs et missiles. Côté senseur, un détecteur anti-collision, 5 points, qui en gros permet de ne pas tenir compte des effets négatifs d'un obstacle pendant un round entier quand on dépense une charge, et il y en a 2. Et côté missiles, des missiles groupés, 6 points, attaque à 3D rouge dans l'arc de tir avant à portée 1 à 2, sans bonus de portée, une acquisition de cible est requise, et après cette attaque, on a droit à une attaque bonus sans prérequis de verrouillage, contre une cible différente à portée 0 à 1 du défenseur, et il y a 4 charges. Mais les 2 pilotes ont un talent particulier en lien avec leur capacité spéciale. Rappelons tout d'abord que tous les défenseurs taille bénéficient de la faculté générique plein gaz, qui leur confère une action d'évasion gratuite quand ils exécutent pleinement une manœuvre à vitesse 3 à 5. Zoom! Rexler Brass joue avec les marqueurs d'évasion justement. Quand son attaque touche, s'il a un tel marqueur, et c'est donc plus que probable, il expose une des cartes de dégâts de son adversaire. Tant qu'à faire, je lui ai du coup donné le talent feinte, 4 points. Quand il attaque, s'il a un marqueur d'évasion, bis, il peut changer un résultat évasion du défenseur en un résultat concentration. Ce talent, parce que défenseur taille et plein gaz, fonctionne très bien avec la comtesse également, mais j'ai voulu la distinguer un peu. Sa capacité spéciale lui permet, en augmentant leur difficulté, de changer toutes ses manœuvres tout droit en virage Koyogran. Elle peut ainsi se retourner à vitesse 2 à 5 sans prendre de stress et donc virtuellement chaque tour. Ce qui en fait un candidat de choix pour le talent manœuvre improbable, 6 points. Tant qu'elle effectue une attaque dans l'arc avant, si elle n'est pas dans l'arc de tir de sa proie, celle-ci lance un dé de défense en moins.
et ça a bien mieux fonctionné que je ne le pensais. En fait, au point où cette partie également a été très expéditive, guère plus d'une demi-heure si je me souviens bien. En face, Acteris était passé au Rackeyes et Scélérat, sa faction de prédilection. Il alignait 3 vaisseaux, un patrouilleur de classe Firespray. Je ne me souviens plus avec certitude du pilote, c'était soit Crassis Trellix, soit Koshka Frost, même si je penche plutôt pour la première hypothèse. Un chasseur M12L Kimogila piloté par Toranikulda, et pour compléter, un chasseur de tête Z95 AF4 en mode kamikaze, plus précisément un soldat du Soleil Noir. Le Firespray est une de mes bêtes noires, un des vaisseaux que je crains le plus dans les factions d'en face. Cela m'a incité à concentrer mes assauts sur les 2 autres. Reichslerbrass a bien profité de son détecteur anti-collision et de sa feinte, même si Toranikulda veillait pour ce qui était des marqueurs verts, tandis que la comtesse enchaînait les Koyograns à son habitude. Les 2 vaisseaux s'en sont pris au Kimogila en priorité, mais en attaquant avec des missiles groupés, ils affligeaient en fait également des dégâts aux Z-95 tout proches. En 2 tours de combat, les 2 vaisseaux ont dégagé du tapis et mes défenseurs étaient, sauf erreur, peu ou prou intacts. Acteris avait encore son Firespray indemne, mais il a aussitôt concédé. À la différence de ce qui s'était produit avec la liste précédente, je suppose que je peux cette fois considérer que cette compo à base de 2 défenseurs taille a bel et bien été testée et de manière concluante, mais je la ressortirai quand même un de ces jours pour voir ce qu'elle donne dans d'autres configurations. 2-1. Chewbacca Wing, 200 points. Bon, encore une partie à livrer, j'ai voulu cette fois tenter de me la jouer rebelle, et sans grand succès. En fait, chaque partie où je rallie l'Alliance me convainc un peu plus de ce que je ne suis pas fait pour cette faction, outre qu'il y a assez peu de choses qui m'excitent la concernant. Attention, je ne dis certainement pas que les rebelles sont nuls, qu'ils ont souffert en passant à la V2, ce genre de trucs que j'entends Woolly ça et là et qui me paraissent infondés. Je dis seulement que je ne sais pas comment les prendre et que je les joue mal et probablement parce qu'ils m'ennuient un peu. Du coup, en fait, de faction alternative, car je continuerai probablement de jouer au premier chef impérial, je louche de plus en plus sur les Rackeyes et Scélérat, qui m'ont quand même l'air autrement fun, du moins au regard de mes envies de jeu. Mais bon, là j'avais donc fait une liste rebelle, et à l'arrache, au dernier moment, avec au moins un choix peu ou prou inutile, je crois que cette tendance à bâcler en dit long à sa manière. Outre que je n'ai pas vraiment cherché à faire dans la synergie ou truc, j'ai très bourrinement pris le gros socle qui me plaisait le plus et l'ai associé à 2 petits socles, et bien presque impériaux, je suppose. Nous commençons donc avec un cargo léger YT 1300 modifié, piloté par ce bon vieux Chewbacca, 84 points. Avant qu'une carte de dégâts ne lui soit assignée face visible, il peut dépenser une charge pour qu'elle lui soit assignée face cachée à la place. Et le vaisseau dispose d'une charge récurrente. Bien ça. Bien sûr, ce YT-1300 n'est autre que le Faucon Millennium, 6 points, car tel est son titre, qui lui donne une action d'évasion blanche et fait que s'il a un marqueur d'évasion, il peut relancer un dé de défense. Certes, il n'en a en principe qu'un seul. Et Chewie a ses copains à bord. Tout d'abord, côté artilleur, nous avons rien moins que Han Solo, 12 points. Pendant la phase d'engagement et initiative 7, bon en clair avant tout le monde, il peut faire une attaque de tourelle, en l'espèce l'arme principale du YT-1300, mais il ne peut pas remployer 7 tourelles plus tard durant cette même phase. 12 points d'escadron juste pour être sûr de taper le premier. Je suppose qu'il y a de la combo à faire pour rentabiliser cette carte. En fait, j'en suis à peu près convaincu, mais ce n'est pas en bâclant mes listes que je la trouverai. Côté équipage, 2 gaziers de potes. D'abord et surtout Lando Calrissian, 5 points, le joueur. Il donne une action bizarre où on jette 2 dés verts et on gagne les marqueurs concentration et ou évasion correspondants. Si les 2 résultats sont vierges, c'est l'adversaire qui choisit un de ces 2 types de marqueurs et on en gagne un. C'est rigolo, aléatoire mais sans trop de risques non plus, j'aime bien. Et ensuite nous avons Niannumb, 5 points, qui diminue la difficulté des manœuvres de voyage sur l'aile. Je l'ai sélectionné sans regarder le cadran du YT-1300 parce que j'étais à l'arrache et ça en dit long. C'est tout pour le Faucon. J'ai choisi, très vite, de lui associer 2 A-Wing RZ-1, des petits vaisseaux agiles que mes camarades jouant rebelles ne prisent généralement guère, mais moi j'aime bien, ils sont un peu impériaux dans le pilotage, faut dire. Ils sont nativement équipés de propulseurs vectoriels. Après avoir effectué une action, on peut faire une action d'accélération rouge. Ils ont de manière générale une excellente économie d'action, à vue de nez la meilleure de toute l'Alliance, avec les A-Wing peut-être.
Le premier pilote est Jake Farrell, 40 points. Après avoir effectué une action de tonneau ou d'accélération, il peut choisir un vaisseau allié à portée 0 à 1 qui peut alors faire une action de concentration. Autrement dit, ce que je venais de louer à propos de l'économie d'action générale des A-Wing est encore accru en ce qui concerne Jake Farrell. Je crois me souvenir d'un blog, mais c'était probablement encore en V1, où une combo lui permettait de faire à chaque tour un nombre d'actions parfaitement improbable, à faire pâlir un Dark Vador ou un Sundirfell. C'est vraiment un pilote au profil d'as, et je n'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça dans les rangs de la sédition. Le deuxième pilote de A-Wing est assez bizarre, il s'agit d'Arvel Crinid, 36 points, qui peut effectuer des attaques principales à portée 0 et peut considérer ses actions qui bump, ses accélérations qui bump, comme des manœuvres partielles plutôt que comme des actions échouées. Ce tout petit machin qui entre délibérément en collision avec un gros truc, c'est un peu surprenant. Quoi qu'il en soit, les deux A-Wing, parce qu'ils sont en principe compétents en repositionnement, sont équipés du même talent, manœuvre improbable, 6 points, voyez plus haut, et c'est tout. Bon, sans surprise, ça n'a pas été très efficace, hein. La compo était bâclée, mon pilotage relevait totalement de l'improvisation, sans vraie tactique bien mûrie, je ne pouvais que perdre. En face, Acteris jouait une autre liste racaille avec deux vaisseaux seulement, un cargo léger YV-666, piloté par Bossk, et qui est bien le Houndstooth avec sa petite navette d'évacuation, un chasseur de tête Z95 AF4 qui n'a pas eu l'occasion de montrer le bout de son nez, et un chasseur d'assaut agresseur piloté sauf erreur par le droïde IG-88B qui avait un de ses copains, IG-88D, dans le Houndstooth. Il n'y a probablement pas grand chose à dire de la partie. L'agresseur a esquivé à peu près toutes mes attaques, Chewie ne s'est pas montré très utile. Les A-Wing naviguaient bien mais ne faisaient pas suffisamment de dégâts. Acteris s'est concentré sur eux et mon repositionnement n'étant pas toujours au top, il a pu leur taper dessus suffisamment pour les faire dégager. Il faut dire qu'ils sont très fragiles, surtout pour des vaisseaux rebelles, ce qui les reproche là encore de nombre de vaisseaux impériaux. Mais c'est assez frustrant pour le coup. Je crois qu'Acteris a dégagé d'abord Arvel Crinid, puis Jake Farrell, mais sans grande certitude. Quoi qu'il en soit, je venais à peine de commencer à endommager IG-88B et le Houndstooth était peu ou prou indemne. Bon Faucon Millennium aussi, mais j'avais été amené à lui faire des manœuvres d'évasion qui l'avaient éloigné du cœur de l'action, et je ne croyais pas un seul instant pouvoir retourner la situation. J'ai donc concédé, peut-être un peu hâtivement, mais honnêtement, je ne m'amusais pas. Si je ne m'applique pas dans la composition et pas davantage dans le jeu, dès l'instant que je sors des figous rebelles, bah je suppose qu'il faudra bien en tirer un jour les conséquences. Mais ça pourrait bien être de tenter de bidouiller des listes scum. Quoi qu'il en soit, deux partout. Et suite au prochain épisode.